Troisième numéro de notre nouveau podcast hebdomadaire avec Thomas de Chronique Foot et Alex San Foot. Et d'ailleurs, si vous avez des petites idées pour un nom de podcast qui parle du Real Madrid, on vous écoute dans les commentaires. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu trop d'inspi avec Thomas et Alex, mais on cherche. Et si vous avez des petites idées, allez-y. Sinon, comment ça va, Alex? Très bien, merci. Merci à toi pour l'invitation encore une fois. Et puis surtout que tu as un plaisir de discuter avec deux passionnés. Donc, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc, très content d'être là. Ouais. Comment ça va, Thomas, après cette semaine beaucoup chargée Ah, d'émotions? C'était les montagnes russes cette semaine. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ça s'est bien terminé, fort heureusement. Donc, on a le sourire aujourd'hui. C'est assez rare pour le souligner. L'espoir renaît. Bon, un petit mot sur, revenons rapidement sur Milan, sans trop traîner, parce que je pense que sur nos chaînes respectives, on a déjà bien traité le sujet. Mais Thomas, j'imagine que forcément, il y avait vraiment de la déception. On a touché le fond, comme je le disais, face à Milan, parce qu'on s'attendait tous à une réaction. On l'avait dit dans le podcast de la semaine dernière, on attendait une réaction face à Milan, et clairement, on l'a pas eu. On l'a pas eu. On avait 10 jours d'écart avec le Classico, donc on pouvait s'attendre justement à ce que les corps et les esprits soient un petit peu reposés. Et finalement, ça a été, je crois, le pire match depuis, je vais pas dire 2 ans, mais au moins un an facile. Parce que contre le Barça, on avait été mauvais, mais ça avait été surtout en seconde mi-temps. Contre le Milan, je trouve que dans l'attitude, ça a été vraiment catastrophique. Donc là, on avait touché le fond. Et à ce moment-là, je ne vais pas te cacher que j'avais plus beaucoup d'espoir pour la suite de la saison. Alex, pareil. Moi, ça m'a rappelé un peu la défaite qu'on avait eue à l'Atlético Madrid l'an dernier, 3-1, le même score. En termes d'attitude, en termes de. On n'est pas capable de dominer, on n'est pas capable de produire quoi que ce soit, un peu comme début de saison. Mais là, c'était vraiment criant. Et les essais de Carlo n'ont pas marché, encore une fois. Les joueurs étaient encore plus perdus qu'avant. Et je sentais qu'il y avait vraiment du ras-le-bol général, que ce soit avec la situation après de Valverde, etc. Où tu as sa copine, enfin sa femme, qui sur le Twitter s'est même mis à limite protester sur le placement de Valverde. Tu as eu plein d'événements comme ça qui faisaient dire que même le vestiaire, à la fin, ne s'entendait même plus avec Carlo Ancelotti. Franchement, on sentait à court de solution. Et contre un Milan qui n'est pas très bon en Serie A non plus, franchement, je pense que ouais, à domicile et en Ligue des Champions, qui est pourtant notre compétition, on n'a pas su trouver la solution, quoi. Donc c'est là que tu pouvais tirer toutes les sonnettes d'alarme que tu voulais, quoi. Thomas, on peut tirer un croix, selon toi, tirer une croix sur la qualif dans les 8 pour la Ligue Ouais, des je Champions. pense. Je pense, ouais. Quand tu as 2 défaites, je crois que je dis pas que c'est impossible, mais il faut que tu fasses un sans faute. Et vu notre calendrier, on va à Liverpool, on va à l'Atalanta. Je pense que ça sera compliqué, mais après, c'est pas ce qui me dérange parce que je sais que au niveau des barrages, le Real sera ultra motivé parce que ça reste la Champions League. Donc oui, évidemment, si on tombe contre une équipe piège, j'en sais rien, style l'Inter, etc., ça sera compliqué. Mais je me dis que je me mets à leur place, tu tombes contre le Real en barrage, t'es pas heureux de tomber contre nous. C'est pas trop ça qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était l'attitude. Moi, j'avais l'impression contre le Milan que les joueurs avaient lâché l'entraîneur à ce moment-là, notamment Bellingham quand il sort, Mbappé, Vinicius. J'avais pas vu une révolte chez les joueurs et je m'étais dit bon, peut-être que là c'est le moment de changer de coach. Surtout si je dis pas de bêtises, vous me dites si je me trompe, je crois qu'il y avait des entreprises qui avaient fait des simulations sur plus de 10 000 essais pour la qualification dans les 8. Et je crois que la barre était à 15 ou 16 points, un truc 15 comme points. ça. Donc 15 points, donc ça fait que là, avec 6 points, si tu fais 10 points sur 12, 9 donc 3 points. victoires, un nul, techniquement tu peux. Après, c'est que des simulations. Et on sait qu'il y a des cas où des fois c'est un peu plus, un peu moins. Mais je pense que le Real peut encore être dans les 8, mais ça passera par un sans faute. Et moi, je pense que la victoire contre Osasuna, c'est déjà un bel élément de réponse, mais ce qui peut être le vrai déclic, c'est Anfield. Je pense que là, contre la meilleure équipe du monde actuellement, je pense, en ce début de saison, avec le Barça, je pense qu'en bas Liverpool là-bas, ça peut être un très très gros déclic. Ouais, c'est ça, c'est 15 points, c'est 14,89. Enfin, en Ouais. gros, 15 points qu'il faut aller chercher. Donc, ouais, ça représente 3 victoires sur les 4 matchs pour le Real Madrid, ce qui est pas impossible, mais effectivement, on Non. a, on a Anfield contre Liverpool, sûrement On a 3 matchs à l'extérieur. l'équipe la plus impressionnante actuellement. Atalanta, enfin, Brest, c'est pareil, c'est piégeux parce qu'ils sont forts, ils sont impressionnants sur cette campagne de Ligue des Champions. Donc, ouais, pas facile, mais. Après, comme tu dis Thomas, le Real sur un barrage, sur une double Ouais, ouais. confrontation aller-retour au Bernabeu. Bon, on verra bien qui on tape, mais effectivement, c'est passable. Tu parlais d'avoir ce sentiment et que je partage,
que les joueurs étaient en train de lâcher aussi Carlo Ancelotti. C'est vrai qu'il y avait vraiment des signes annonciateurs, je trouve, de ça. Mais par contre, sur ce match face à Osasuna, bah, on a vu que non, les gars, ils n'ont pas lâché Carlo, hein, Thomas. Ah bah, c'était la meilleure réponse possible. C'est le meilleur match depuis le début de la saison. On n'a pas encaissé de but. On en a mis 4. On a trouvé une vraie équipe cohérente. Et là, quand j'ai critiqué l'attitude contre Milan, là, j'ai trouvé une vraie solidarité, et notamment lors des célébrations. D'ailleurs, j'avais commencé mon débrief sur ça. Les célébrations des joueurs, tu sentais que ça leur tenait vraiment à cœur de gagner. Et puis Vinicius qui va dans les bras de Carlo. Carlo qui marque dans les réseaux, je t'aime Vinicius. Voilà, là, je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui s'est retrouvé, qui s'est reconstruit. Donc, j'espère que c'est le début de la saison, hein, si je puis dire, si je peux dire ça comme ça. Mais la réponse, ça sera la régularité sur les, on va dire, 4, 5, 6 prochains matchs. C'est pas mal. De toute façon, je pense que là, aujourd'hui, le Real Madrid doit comprendre que autant les titulaires que les remplaçants, maintenant, chacun doit vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Et que là, Carlo Ancelotti, il sait très bien que s'il continue comme ça, c'est sa dernière saison. Mais si je pense qu'il y a à 90% de chance, c'est sa dernière saison. Mais il sait surtout que là, il a des ressources, qu'il y a des jeunes à utiliser, qu'il y a pas mal de choses à utiliser. Et le problème, c'est que là, quand tu perds des matchs, que tu n'es pas bon et qu'en plus, tu as des joueurs qui se blessent, c'est le mieux à trouver, c'est quand ton effectif se soude comme ça, quoi. Et comme tu l'avais dit sur Twitter et tout, les célébrations, c'était assez quand même évocateur. Et pour moi, voir que tout le monde individuellement sort un peu à la tête de l'eau, ça impacte aussi le collectif qui aujourd'hui brille, et c'est vraiment impressionnant. Mais après, la vérité d'un match, il faut qu'elle soit aussi la vérité du match d'après. Et là, le problème, c'est la continuité. Moi, j'ai un peu de mal à voir ça, mais la trêve, je pense qu'elle arrive au bon moment quand même, tu vois. Donc, à voir. Moi, je trouve surtout qu'on a retrouvé de la cohérence, tout simplement tactique. On parlait de Bellingham, on avait parlé de Bellingham qui, sur ce début de saison, fait un peu tout et n'importe quoi parce qu'il court partout, il s'épuise il est cramé au bout d'une demi-heure de jeu. Là, on l'a vu dans un rôle simple, un rôle qu'il occupait plutôt à Dortmund, hein, par exemple. Voilà, dans un milieu à 3 avec Valverde, sur la première mi-temps seulement, avec Camavinga. Et là, tout de suite, on a vu qu'il y avait un cadre, en fait. Et tout de suite, bizarrement, ça va mieux. Hein. Quand tu as une tactique qui est fixée, ça marche, hein. Et puis, il a retrouvé ses projections vers l'avant qu'il affectionne tant. Et c'est ça sa force, c'est qu'il a cette capacité à sentir les espaces, à prendre la profondeur, ce qu'on demande par exemple à un joueur comme Mbappé, mais on en parlera après. Et on sent qu'il est vraiment à l'aise de ce côté-là. Et puis là, je pense que ce but, franchement, il tombe au meilleur des moments, parce que tu as senti au moment où il embrasse l'écusson, qu'il ferme les yeux, tu as senti la libération, le soulagement. Et c'est de bon augure, parce que je pense qu'avec un Bellingham au sommet, c'est plus la même équipe. Et en plus, Vinicius qui lui dit vas-y, fais ta célébration, ça fait longtemps et tout, il insiste dessus. Mais c'est vrai que c'était touchant parce que contre le Milan, en plus, je crois que c'est toi, Thomas, qui l'avais dit sur Twitter ou dans ton débrief, tu avais dit que Bellingham, il essaye les appels, on le sert jamais. Et ça y est, enfin, on le sert, enfin, quelqu'un lui envoie une balle bien placée et tout. Dans son appel d'inan attaquant, il plante enfin son but. En plus, la finition, elle est incroyable. Ouais, il a toujours une bonne finition. C'est ça qui est impressionnant, c'est que lui, il n'en a pas besoin de 40 de base pour marquer, et que la confiance, là maintenant qu'il va retrouver, en plus il fait une passe dès juste avant, il a une activité de tous les instants qu'on lui reconnaît, et en plus avec Camavinga derrière, qui est excellent, franchement, c'est Kama, je crois que c'est l'année de la confirmation, l'année où il sera titulaire indiscutable à partir de maintenant, et il faut qu'il soit indiscutable, et Valverde, il faut qu'il soit là 90 minutes aussi, mais là c'était exceptionnel qu'il sorte à la mi-temps, mais clairement là ce trio en forme, on est intestable quand les trois sont en forme comme ça, c'est injouable. Osasuna, je crois, ils ont quasiment pas dépassé le milieu de terrain avec l'ensemble de leur bloc, mais quasiment pas trop cadré, je crois. C'est ça qui est impressionnant, c'est que quand le Real physiquement et techniquement est en forme, il y a très peu d'équipes au monde qui peut les arrêter, quoi, ou qui peut les déstabiliser. Et c'est ça qui est fort. Quand le bloc en plus avec Rodrigo qui défend, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas. On a eu beaucoup d'éléments de réponse, en tout cas samedi, sur des problèmes qu'on pouvait se poser auparavant, et je pense que ça sera un match référence pour nous, spectateurs et fans du Real, mais surtout pour Carlo Ancelotti qui va vraiment devoir s'appuyer sur ce match-là. Ouais. Puis vraiment l'association Valverde-Camavinga, moi j'aime beaucoup. Déjà contre Villarreal, avant la dernière trêve, il avait justement, c'était même plus un double pivot, là c'était pas tellement le cas, mais je trouve qu'ils sont bien complémentaires. Et puis en plus avec un Bellingham devant qui a un peu la touche créative quand il se perd pas. En même temps, c'est
C'est un mec qui défend énormément, qui fait énormément d'efforts. Donc là, tu as vraiment un trio au milieu de terrain avec des mecs qui techniquement sont au niveau et qui en plus qui ont un coffre physique et qui ont un coffre physique. Ils couvrent beaucoup de zones, les trois. C'est ça le truc, c'est que Bellingham va se projeter vers l'avant. Kamavinga, si tu regardes sa hitmap, il est absolument partout, beaucoup plus qu'un Tchouaméni par exemple. Et Valverde, on ne le décrit plus, mais lui, c'est les allers-retours sans arrêt. Donc ce milieu de terrain là, ouais, je trouve que c'est vraiment le bon trio. Et il y a des perdants, hein, du coup. Tchouaméni, je pense qu'il a perdu gros. Ouais, mais là, le problème, c'est que là, il risque de finir latéral droit, Valverde, parce que je vois pas Ancelotti. Ok, il a fait avec Raúl Asensio un bon truc, mais je le vois pas faire monter Jesus Fortea arrière droit. Donc j'ai peur quand même que Valverde se colle arrière droit, j'ai peur. Je dis pas comme toi maintenant. On en parlera peut-être après, ouais. On va en parler après, ouais. Un mot quand même sur Vinicius. Un petit mot sur Vinicius quand même, qui fait un match stratosphérique, une deuxième mi-temps de fou. On attendait sa réponse. Il y avait certains qui pensaient qu'il pourrait peut-être plonger. On voit sur ce match, en tout cas, une première réponse forte, Thomas. Bah, c'est le patron de cette équipe. Tu sais, quand tu le vois pleurer pour la sortie de Militao et que 5 minutes après, c'est lui qui ouvre le score, tu te dis là, c'est vraiment un leader. Parce que le gars, il a souffert sur les 15 derniers jours entre le ballon d'or, la perte de ses coéquipiers. C'est lui qui tire le Real vers le haut. Et aujourd'hui, on a le droit de le dire, hein, c'est le Real de Vinicius, clairement. Triplé, il en est à 17 matchs. 12 buts, 7 passes D. Donc 19 goals assists en 17 rencontres. Donc là, il est sur des bases très élevées. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en Europe qui font pareil. Je crois qu'il n'y a que Salah qui a 10-10. Il y a Salah, Marmouche qui a 14 et 10 passes D, je crois. Et il y a Gyökeres qui est très fort aussi. C'est pas top 5, c'est top 6, mais bon. Voilà, donc là, il est quand même pas trop mal, tu vois, Vinicius aujourd'hui. Et puis même, comme vous l'avez dit, on avait déjà eu ce débat la dernière fois, est-ce qu'il va couler, est-ce qu'il va devenir un leader? Je pense que là, il est en mode limite mentalité Cristiano Ronaldo, qui va tirer le groupe vers le haut. Et moi, je trouve ça fantastique de voir qu'un joueur aussi émotif, justement, il apprend à laisser petit à petit ses émotions de côté et servir de cette défaite pour se nourrir. Là, il a fait 2 triplés quasiment de suite. Et globalement, tu te retrouves avec un joueur qui, ok, contre le Milan, il n'a pas pu sauver l'équipe, ok, contre le Barça, il ne l'a pas sauvé. Mais un joueur comme ça qui prend de la confiance et qui ne faire qu'augmenter au fur et à mesure, c'est parfait. Franchement, je le dis bravo. Et le pire, c'est que là, vous êtes en train de vanter notamment les stats de Vinicius, mais on parle d'un Vinicius qui n'a pas fait du tout un très grand début de saison. Alors, on note depuis maintenant un bon mois et demi que voilà, il y a une petite montée en puissance, mais globalement, au début de saison, on avait un Vinicius qui a mis du temps. Il avait les cheveux longs là. Il avait les cheveux longs. C'est vrai. Du coup, il avait coupé en disant bon, c'est bon, les vacances sont terminées. Mais oui, après, tu sais, c'est une vraie régularité qu'il a maintenant depuis 2-3 ans en termes de stats. Alors, il dépasse jamais les 30 buts. Je pense que pour lui maintenant, ça doit devenir un objectif personnel de dépasser ce plafond-là, parce qu'il a un plafond de verre qui est aux alentours des 20-25 buts. Maintenant, s'il veut encore plus affirmer son statut de meilleur joueur au monde, s'il termine à plus de 30-35 buts la saison, là, ça va être très incroyable. Vraiment incroyable. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, notamment sur son premier but, c'est que il fait abstraction de l'appel de Mbappé. Sur ce début de saison, on avait vu quand même qu'il y avait vraiment une volonté aussi de la part de Vinicius et des autres joueurs du Real de chercher Mbappé pour le mettre en confiance, pour le faire marquer. Là, on voit que Vinicius, notamment sur le premier but, il y va tout seul et c'est ce qu'il doit faire parce qu'il doit prendre les responsabilités parce que, comme tu l'as dit, Thomas, c'est le leader du Real Madrid. Est-ce qu'on parle de Mbappé ou pas? Oui, quand même. Hein. S'il y a dans les bonnes choses, on vient de citer toutes les bonnes choses, mais il y a un élément qui nous a fait presque de la peine samedi, c'est Mbappé. C'est-à-dire qu'il a été bon par séquence, tu vois qu'il y avait de la bonne intention, mais il n'y arrive pas. Tu sens que. Et c'est pas physique, je pense que c'est réellement mental, mais à la fin, même quand il joue à gauche, même quand Vinicius lui laissait sa zone préférentielle, Mbappé n'y arrivait pas. Bon, je ne l'ai jamais vu en difficulté comme ça dans sa carrière. Et là, ça fait quoi 4-5 matchs 6 matchs qu'il ne marque pas, je ne sais plus. 4 matchs, ok, bon, j'exagère un peu. Mais on est sur 8 buts et 2 passes D en 16 matchs. Ouais, mais c'est pas catastrophique en termes de stats. Mais ce qui dégage, c'est qu'il y a beaucoup de maladresse. C'est moyen quand même. Donc, sur sa tentative de dribble, moi, ce qui m'a fait baisser les bras et fait souffler, c'est sa tentative de dribble à la fin. Il pousse la balle, son corps, il part dans un sens, la balle dans l'autre. Enfin, tu sens que le mec, mentalement, il réfléchit plus à ses actions, il les visualise plus. Et tu sens qu'il inspire plus de peur chez les défenseurs. Déjà, il défend pas, il est branque-ballant, il fait même pas l'effort sur 2 mètres de récupérer la balle qui perd ou la balle qui passe à côté. Et ok, il a fait sa petite séquence, il est parti tout seul, il a eu un coup franc et tout. D'ailleurs, les coups francs, je veux plus jamais le voir tirer les coups francs parce qu'il en a jamais planté un et c'est pas un tireur de coup franc. Faut arrêter avec ça. Et c'est pas en lui faisant faire des choses qui ratent de base que ça va le mettre en confiance. Mais Kylian,
ouais, comme tu dis, ça fait de la peine, quoi. Enfin, il a beau tenter des choses, mais je pense que son esprit, il est ailleurs. Et aujourd'hui, son esprit et son physique doivent être sur le banc, à mon sens. Après, Ouais, mais est-ce que tu l'enterres c'est- pas? C'est ça le truc. Moi aussi, je veux qu'il ouais, aille sur mais le banc pour la méritocratie et tout, mais là, je pense qu'il y a bah, je vais moyen te de dire tout un perdre, truc. hein. Je vais te dire un truc. Prends Vinicius. Il a subi la plus grosse injustice du monde. Il s'est relevé. Si C'est un vrai, c'est mec, le vrai, ouais, statut c'est de vrai. Kylian, si tu le mets sur le banc et qu'il fait son kikaka nerveux et qu'il ne se relève pas, bah, j'ai envie de te dire que c'est pas une mentalité de champion et c'est finalement pas un joueur digne du Real Madrid. Et que si il se relève pas de ça et qu'il comprend pas où est-ce qu'il met les pieds, que c'est pas le PSG, c'est pas l'équipe de France, même si là en équipe de France, Deschamps il commence à lui tordre un peu la tête aussi. Globalement, si t'es pas capable de te mettre au niveau et au diapason du club, c'est que t'as rien à foutre là. Et des joueurs, on en a vu plein des comme ça. Et moi, comme j'ai dit, je suis en tolérance zéro, donc désolé d'être un peu cru. Mais là aujourd'hui, avec le statut qu'on lui donne, le salaire qu'on lui donne, l'attente qu'il y a eu derrière, Kylian, c'est soit tu te mets au niveau, soit tu dégages. Il y a la Première Ligue et l'Arabie Saoudite. À la fin de saison, je t'amène si tu veux à l'aéroport, hein, je te mène avec tes affaires. Mais non, mais sérieusement, je suis méchant, mais moi j'ai de l'espoir pour lui. Je kifferais qu'il brille, parce que s'il brille, ça veut dire qu'on brille aussi. Et désolé de m'enflammer, mais Moi, je j'ai suis pas plus en d'espoir, tolérance. justement. C'est ça qui m'inquiète, c'est C'est que je ça pense qu'on est qui. peut-être au début du déclin d'Mbappé. Si l'équipe de France le veut plus, que tu le mets sur le banc, bah Eden Hazard bis, voilà. non, C'est peut-être ce pas, que je non, parce craignais. qu'Hazard, il était pas en forme physiquement, c'est pas le cas de Mbappé. Thomas, un mot sur Kylian. Non, le mal est vraiment profond. Et tu vois, moi, je ferais pas le parallèle, par exemple, avec Vinicius, parce que Vinicius, pour le coup, c'est une désillusion sportive. Ça reste une désillusion qui est sportive. Tandis que Mbappé, j'ai l'impression que le problème est vraiment profond et personnel. Je pense que ça dépasse largement le cadre du football. Ce qu'il en est vraiment, je sais pas. Mais après, sinon, je suis d'accord avec vous hein, sur le niveau sportif, parce que nous, on est là pour juger, après tout, le niveau sportif et rien d'autre. Il est pas au niveau et sa place, oui, si on part sur un principe de méritocratie, il est sur le banc. Alors là, il a de la chance, entre guillemets, c'est que Rodrigo, bah, il va être absent pour un petit moment et donc il n'y aura pas autant de concurrence qu'il aurait eu dans ce cas contraire. Mais ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà. Il y a un mal qui est profond parce que même sur son match, tu vois, alors on se raccroche toujours un peu au positif. C'est notamment ce que me disait Rota sur Alpha, parce que voilà, je citais 2-3 trucs positifs. Oui, il y a un bon passage sur la deuxième période, mais au final, c'était très, 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 très léger. Et sur la deuxième période, quand Vinicius sort et qu'il se met à jouer sur le côté gauche, je trouve que c'est cataclysmique parce qu'en plus, on sent que le mec, il veut forcer fois 10 000 pour lui aussi participer à la fête. Mais voilà, il n'y arrive pas pour l'instant. Il y a un blocage, tout simplement. Moi, ce qui me gêne avec Mbappé, c'est que, ok, devant le but, il a perdu sa finition létale. Dans les dribbles, il fait plus la différence. Mais dans l'attitude, et ça, pareil, je l'ai mis sur Twitter, tu ne le vois à aucun moment faire le pressing et défendre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, offensivement, il sert à rien et défensivement, il n'apporte absolument rien au collectif. Et moi, ça commence à me poser problème parce que tu vois, il se déchirait, le gars. Tu verrais qu'au moins, il y a la volonté de jouer pour le collectif. Je pourrais lui pardonner un peu plus. Là, quand je vois qu'il attend à la ligne médiane, qu'on lui lance en profondeur, et encore, il faut vraiment qu'il fasse un appel parce que sinon, il n'aime pas le faire. Ça commence à me gêner. On verra. Après, ça reste l'un des protégés de Pérez. Il partira pas comme ça. Je suis pas naïf. Hein. Même dans la compréhension du jeu, c'est pas bon. Non, On il parlait est de en Bellingham. décalage. L'appel en profondeur que fait Bellingham. Mbappé, on le voit jamais. Ou alors il le fait peut-être une fois par match, mais pour un numéro 9. C'est ça qu'il doit faire. Il faut qu'il joue sur ces qualités-là. Et quand il y en a qui disent que c'est le fait d'avoir rencontré Neymar qui a complètement changé sa vision du football en disant que à partir de ce moment-là, il a commencé à vouloir organiser le jeu et tout ça et de ne plus jouer sur ses qualités qui étaient la vitesse et la percussion, ben, au Real, on s'en rend compte. Et je pensais vraiment qu'à Madrid, on aurait la version, pas Monaco, mais tu sais, le joueur qui aime galoper. On ne le voit jamais prendre la profondeur. De toute façon, il y a un élément qui est révélateur, c'est, je l'avais mis sur mon débrief, c'est au moment où Lounine prend la balle sur le corner, tu as Vinicius, avant même que Lounine se tourne vers lui pour la lancer, il était déjà parti. C'est l'appel qui fait la passe, hein, d'ailleurs. Exactement, et Kylian, il est comme ça, et il a commencé à se retourner au moment où Lounine avait déjà jeté la balle et tiré. Et tu vois, c'est ça le problème, c'est que l'attaquant de pointe, c'est Kylian, c'est pas Vinicius. Et donc, tu vois, dans l'équipe, qu'on a deux joueurs, si c'est pas plus, hein, parce que je parle des titulaires principalement, qui sont plus intelligents dans le jeu et l'appel, dans le positionnement de Kylian. Et c'est pas normal qu'un mec à son poste, peu importe qu'on dise que c'est pas un neuf ou quoi, c'est son rôle qui lui a titré, des mecs sont plus intelligents que lui, alors c'est pas son poste. À un moment donné, il faut quand même être lucide sur les limites de QI footballistique du joueur, autant que technique. Et le problème, c'est que là, soit Ancelotti lui fait comprendre que c'est soit tu fais des efforts, soit on va te mettre ailleurs et une place sur le banc, soit, je sais pas, le joueur doit aussi s'en sortir. Mais pour moi, mentalement, s'il n'est pas capable de laisser ses problèmes qu'il y a en dehors
en dehors justement du terrain. Et ben encore Mm. une fois, faites-lui voir 15 psychologues à la journée, mais pour moi, c'est pas sur le terrain qu'il doit aller. Quoi. Ouais, mais ça se guérit, enfin, ça mettra du temps. C'est le Je temps qui sais, fera je son sais, mais œuvre bon, pour. Et c'est peut-être comme que ça. tu vois, Zidane, quand il arrive au Real, c'est 6-7 mois avant de commencer à briller. Peut-être qu'on aura le même épisode pour Mbappé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce Real s'est relancé au niveau de la Liga, d'autant plus que hier soir, il nous est arrivé une jolie surprise. Ce Barça s'est incliné du côté d'Anoeta. Et mine de rien, ce Real étant mauvais, ce Barça étant presque à son prime, il n'y a que 3 points d'écart. 4 oui. potentiellement. Hein. Il faut que le Real gagne à Mestalla. Ce sera compliqué, mais quand même. Mais on va dire 3 points pour être positif, hyper. Voilà, on va. Et de toute façon, en plus, si on part vraiment dans le cas de figure où ce match de retard devait se jouer entre la 37 et la 38e, donc en mai, on pourrait quand même imaginer que le Real serait à ce niveau-là, à ce moment-là de la saison, très très fort. Et donc. Et peut-être que Valence serait déjà le relégué aussi. Hein. Ouais, déjà, aussi. Voilà. Ou sauvé, dans tous les cas. Sauvé. Voilà. Donc, mais oui, en tout cas, mais on l'avait dit un peu la semaine dernière, mine de rien, on a dit qu'à un moment donné, ça allait tourner pour le Barça. Bah, hier, c'est un peu tourné. Justement, les 2-3 cm là, qui étaient toujours favorables au Barça sur les hors-jeux, que ce soit notamment défensif. Bah voilà, hier, c'était un petit peu à leur rencontre, Lewandowski qui chausse une ou deux pointures de trop. Et voilà, c'est le hors-jeu. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, au final, ils font pas du tout un bon match. La Real Sociedad a vraiment mérité sa victoire. Le Barça cadre même pas un tir. Je crois que c'était pas arrivé depuis 2014 fois de l'année. Même depuis 2000, même plus loin, 2014, je crois que j'ai vu passer. Enfin bref. Et voilà. Et je trouve qu'il y a un petit peu une coïncidence entre les deux défaites du Barça cette saison, c'est qu'il n'y a pas Lamine Yamal. Donc on voit aussi que ce Barça, finalement, il est solide, il est très fort, mais on voit que dès que tu retires déjà un ou deux éléments, ça peut déjà vaciller un petit peu. Et sachant qu'il ne pourra pas jouer tous les matchs de l'année, hein, je pense qu'ils vont quand même retenir l'exemple de Pedri qu'ils avaient cramé sur une saison et et Gavi qui ont mis un an et demi avant de revenir à leur meilleur niveau. Yamal, il ne pourra pas tenir, je ne sais pas combien le Barça a de matchs cette année, mais 50 ou 55 matchs. Donc à un moment donné, ce Barça va fléchir et ça sera au Real de ne plus faire d'erreur pour qu'on ait l'espoir de remporter enfin une deuxième Liga consécutive, ce qui n'est plus arrivé depuis 18 ans, je crois. 2007-2008, ouais. 17-18 ans, ouais. C'est sûr que Lamine Yamal, à 17 ans, déjà, il enchaîne un nombre de matchs impressionnant. Je crois qu'il est bientôt déjà à 100 matchs en pro, si je dis pas de bêtises. À son âge, c'est absolument exceptionnel, entre ce qu'il fait avec l'Espagne, entre ce qu'il fait avec le Barça. Mais c'est vrai que sa créativité, son impact, hier, elle a beaucoup manqué au Barça, sachant qu'en plus, lui, rien que de le voir partir, forcément, les défenseurs sont à chaque fois à deux dessus. Donc là, le Barça, hier, ils avaient Fermin sur les couloirs et Rafinha. Après, les joueurs permutaient un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de joueur vraiment détonateur hier. Rafinha, pour donner un exemple, il roule sur la balle pour te montrer à quel point il n'était pas dans un bon jour. Lewandowski, il n'était pas trouvé. Donc, tu avais quand même un Barça qui montre des limites. Et comme on en parlait déjà la semaine dernière, le hors-jeu, c'est bien. Mais hier, leur alignement, il était désastreux. Et si la Sociedad est un peu plus efficace avec Oyarzabal et Baker, c'est au moins 3-0 pour la Sociedad hier. C'est leur alignement, tu vois, quand il fonctionne pas contre une équipe joueuse et qui sait les tuer ou les malmener, ben à la fin, on voit la difficulté. Ce que le Real et le Bayern n'ont pas su faire par manque d'efficacité, la Sociedad l'a fait, quoi. Et assez pour les gêner. Donc, individuellement comme collectivement, ça a failli hier. Et justement, c'est là où, pour essayer d'être le plus positif possible, d'être positif, parce que je le suis plutôt là en ce lundi, je pense que vous aussi. Mais c'est vrai que si on essaie d'analyser un peu les courbes de progression entre le Real et le Barça sur la saison, la suite de la saison, le Barça a vraiment, je trouve, déjà atteint son pic de forme ou pas loin. Parce que j'ai du mal à voir où est-ce que peut progresser le Barça. Parce que tu as Lewandowski qui claque tous les ballons qui traînent dans la surface, le mec il les met au fond. Tu as Rafinha qui a un niveau où il n'a jamais atteint. Et honnêtement, je doute quand même qu'il réussisse à maintenir ce niveau-là sur toute la saison. Ou s'il le fait, le mec il sera prétendant au Ballon d'Or. Il y aura aucun débat. Lamine Yamal, on l'a dit. Ça reste un joueur qui est très jeune, physiquement, qui reste encore un peu frêle, qui ne pourra pas faire 50 matchs, ou sinon tu vas risquer de faire une pédrie ou de le péter. Défensivement, on l'a déjà noté, cette défense très haute, ça va marcher. Pour l'instant, ça leur réussit très très bien, mais il y a des matchs où ça va exploser, un peu comme hier. Tandis que de l'autre côté, on a un Real Madrid qui est catastrophique sur ce début de saison, qui ne peut que progresser. Et pour le Real, c'est une inconnue totale sur jusqu'où cette équipe peut aller. Alors le seul truc, c'est que j'avais regardé le calendrier du Barça jusqu'à la fin de l'année civile. C'est un calendrier qui est
plutôt abordable. Le seul match piège qu'ils avaient, c'était contre la Real Sociedad. Donc maintenant, c'est au Real de ne plus être trop distancé jusqu'à début 2025. Parce que comme tu l'as bien évoqué, offensivement, ce Barça n'a pas non plus une profondeur de banc incroyable. Fati, Ferran Torres, c'est très faible sur le banc. Donc si Rafinha, Lewandowski, et pareil, Lewandowski, il ne pourra pas jouer 60 matchs à 35-36 ans. Donc à un moment donné, offensivement, ils sont assez limités. Là où par contre, au milieu de terrain, ils ont beaucoup de solutions. Ouais. Mais est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Parce que Casado, par exemple, ok, tu vas me dire, tu le remplaces par Frenkie de Jong, mais Casado, le début de saison qu'il fait, il est hors norme. Il est hors norme. Hier, on l'a vu, par contre, ouais, tu vois, Casado, ça se voit que. En fait, la jeunesse du Barça est autant un point fort qu'un point faible, dans le sens où hier, tu vois, par exemple, Casado, il a souvent été dans l'erreur technique, il a souvent perdu des ballons un peu bêtement, mais pourtant, tu l'as vu contre le Bayern, tu l'as vu dans les autres matchs, il était énorme. Et en fait, je pense qu'il y a des moments où, peut-être par pécher un peu de surconfiance, en sur-régime par moment, les joueurs peuvent manquer d'attention. Et je trouve que hier, le Barça, dans le jeu et les inspirations, c'était moins attentif, c'était plus passif défensivement, comme les Koubarsi, les Baldé et tout, souvent pris dans le dos. Et honnêtement, je trouve que le Barça, comme tu dis, de base, ils étaient vraiment en surperformance. Et individuellement parlant, comme collectivement, tu as très peu de choses à leur reprocher. Les mecs, ils font un début de saison quasi parfait en termes de résultats, à part 2 défaites en Liga, bien sûr, et 1 en Ligue des Champions. Mais c'est quasiment parfait dans le fond de jeu. Là, le Real, ils ne peuvent qu'augmenter. Nous, on a une défense de base qui prend l'eau, on a une attaque qui ne performe pas, et on a des milieux de terrain qui, au début, étaient mal placés. Donc là, je pense que, comme tu dis, Thomas, même si on a un calendrier peut-être qui est moins favorable, le Real est quand même meilleur, je trouve, dans les gros matchs que les petits, en général. Donc c'est peut-être un motif d'espoir aussi. Et on va entrer dans la dernière partie, mais à un moment donné, ce Real, s'il veut rebondir et pouvoir accrocher le wagon du Barça, ils vont devoir, je pense, recruter, parce que là, tu n'as plus de latéral droit, puisque Vasquez est blessé pendant 1 mois. Je regardais, là, pendant que vous parliez, Rodrigo ne rejouera plus visiblement avant 2025. Avant 2025 ça va de sortir par Chiringuito. Et on n'a plus qu'un défenseur central qui est Rudiger. Normalement, tu as 4 défenseurs centraux. Là, tu n'en as plus qu'un. Donc là, c'est même pas qu'on est dans l'urgence. On est dans l'urgence absolue. Tu as besoin de recruter, pour moi, 3-4 joueurs. Et quand je dis recruter, ça peut être des montées de chez les jeunes, recruter des joueurs libres et acheter des joueurs lors du mercato hivernal. Mais là, il faut 3-4 joueurs selon moi. Oui. 3-4 joueurs, je sais pas, mais en tout cas, il va falloir 2 joueurs facilement. Déjà, pour Militao, c'est quand même vraiment un crève-cœur, faut le dire. Et moi, ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent, la compensation. Et moi, je suis même. Et en plus, Militao, je trouve même sur ce début de saison globalement, dès qu'il y a un petit torsion comme ça, tu le sentais aussi très, très inquiet. Dans la tête, ça joue aussi beaucoup quand tu es très inquiet, quand tu vas pas dans les duels. Tu jouais la peur. Voilà, tu vas pas dans les duels de la même manière, tu es un peu dans la retenue et c'est là que tu te fais mal. C'est dans ces cas-là que tu te fais mal. Moi, je suis inquiet pour la suite de sa carrière aujourd'hui, très clairement. Je sais pas vous, mais moi, je pense déjà l'imaginer titulaire, redevenir un titulaire au Real Madrid, ça j'ai du mal. Et même pour lui, personnellement, juste continuer une bonne carrière, je pense que ça va être compliqué. Enfin, 26 ans, c'est. Je pense qu'à 2026, je pense qu'il s'en va parce qu'il partira du Real parce que je pense que tu fais 2 fois les croisés. En plus, de base, c'est un mec. Il y va, tu vois. C'est pas un mec. Donc, quand tu as cette appréhension une fois et que là, il aura une double appréhension avec ses croisés, je pense que Militao, c'est un peu comme. Même s'il est jeune par rapport à David Alaba qui arrive en janvier, je pense que David Alaba va revenir à un niveau qui ne sera pas terrible, sauf surprise, on ne sait pas. Franchement, il faut qu'il revienne déjà là-bas. Moi, je te dis qu'il ne va pas revenir de suite. Ouais, c'est clair, mais c'est pour ça que ça sera un peu trop risqué de le faire revenir en janvier-février. Mais Militao, je pense que clairement, malheureusement, c'est fini. Et là, heureusement qu'on a quand même eu la belle surprise, mais ça, si je peux me permettre, c'est quelque chose qu'on répète ici, tous les 3 peut-être depuis 2-3 ans. Le Castilla ou les Juvenil A ont des pépites. Et pour une fois, quand Ancelotti les utilise, et ben voilà, c'est Raúl Asensio. Il faut aller loin dans la liste de blessures pour que Carlo prenne. Attends, il était pas loin de faire rentrer Ferland Mendy, défenseur central. Donc attends, moi, Carlo Ancelotti, je te jure, s'il pouvait faire rentrer son fils sur le terrain défenseur central avant un jeune, il le fait. C'est clair que lui, les jeunes, c'est pas son truc. Mais bon, peut-être que maintenant, ce match-là, ça va peut-être le faire changer son paradigme par rapport à ça. Ah, il serait temps, parce que la passe décisive qu'il fait, les rentrées qu'il fait, après c'était Osasuna qui n'a pas fait un gros match, mais on les a bien quadrillés. Et chaque intervention est claire. Mais oui, je bien sûr. Ouais. Non, mais d'ailleurs, moi je pense que c'est le
Deuxième grand enseignement de ce match pour Carlo, c'est que tu vois, mon gars, tu peux faire confiance aux jeunes. Parce que c'est vrai que le Real Madrid forme, je trouve, moins de pépites, vraiment de très très bons joueurs que le Barça. Mais le Real Madrid, on l'a déjà dit, ça forme tous les ans. Le Real Madrid va sortir 2-3 joueurs qui vont faire une petite carrière, au moins en Liga, en première division, dans les championnats européens. Et donc ces joueurs-là, forcément, c'est qu'ils ont au moins un minimum de talent. Et en plus, il y a un autre fait qui est important, et on le voit très bien avec le Barça, mais on l'a vu aussi un peu samedi avec Asensio, c'est que ces joueurs que tu fais monter, qui sont de ton club, des joueurs de ton centre de formation, ces mecs-là, quand ils rentrent et qui représentent l'équipe première de leur club formateur, ils ont toujours ce surplus de motivation qui, en plus, peut compenser un petit déficit. Exactement. Et puis, non, mais tout le monde est gagnant dans l'histoire. Les supporters sont heureux parce que c'est un peu leur bébé qui vont grandir, qui vont voir grandir. C'est pour ça qu'on s'est aussi attaché à des très jeunes, comme Vinicius. Pour moi, Vinicius, il a fait sa formation du côté du Castilla un petit peu au tout début. Mais surtout, les jeunes du Castilla, s'ils savent qu'en fait, il y a une fenêtre possible pour rejoindre Madrid, ben, ces mecs-là vont encore peut-être plus travailler parce qu'ils vont croire en leur rêve de jouer à Madrid. Aujourd'hui, les portes sont fermées. Donc, les mecs, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à se déchirer du côté du Castilla? Je suis pas sûr non plus. Donc, et puis surtout, pour le Real, ça fait aussi office de mercato parce que là, tu peux faire jouer un Jacobo. Alors, bon, même si visiblement il est encore blessé, mais tu peux faire jouer un Raúl Asensio, tu peux faire peut-être jouer un Fortea côté droit. Le Real va devoir maintenant être dans l'obligation de faire jouer ces jeunes-là. Moi, le plus gros problème du Real Madrid, je trouve que chez la formation, c'est surtout en termes de cohérence de jeu. Tu vois, le Barça, je trouve qu'ils ils forment des pépites de manière individuelle, des Lamine Yamal et tout, c'est exceptionnel, des Gavi, etc. Et des Koubarsi. Mais le problème, c'est que eux là-bas, de chez les jeunes jusqu'à l'équipe pro, ça joue normalement le même football. Donc un joueur qui est formé là-bas, qui est conditionné techniquement dans la conservation, la récupération et l'attaque et le placement, bah en fait, il n'est pas perdu quand il arrive en pro. Parce qu'il sait les yeux fermés que lui, il sera là, que lui, il sera là, que lui, il sera là. Et s'il se déplace là, il sera compensé ou pas. Au Real Madrid, c'est plus folkloresque. C'est chacun à sa sauce. Arbeloa avec les Juvenil A ou avec le Real Madrid C, il ne joue pas pareil que Raúl avec le Castilla. Du coup, ça fait que de l'un dans l'autre, les joueurs, pour s'adapter, c'est plus dur. Et comme tu disais, quand ils ont la porte fermée, parce qu'au Real, tu as plus de stars, tu as une autre encore façon de jouer et tout, c'est compliqué. Mais quand tu vois les Nico Paz, quand tu vois les Arribas, quand tu vois les… Enfin, du talent, n'en manque pas. Et je crois que le Real Madrid, reprenez-moi si je me trompe, c'est le club européen qui fournit le plus de joueurs dans le top 5 européen. Donc ça veut dire que la formation, elle fonctionne. Mais même si la porte est fermée en pro, là aujourd'hui, il y a toutes les raisons du monde de penser que la porte est ouverte, et du moins à un certain poste. Tu vois. Je pense qu'il y a des raisons marketing, c'est que ça vend moins, tout simplement. Oui, mais le problème, c'est qu'après, tu te retrouves dans une équipe où il n'y a plus du tout d'Espagnols. Et ça peut aussi poser un problème au niveau de l'identité parce que les supporters, ils veulent aussi voir des joueurs espagnols et issus de leur club. Donc, faire jouer des jeunes, je pense que ça a pas mal d'intérêt. Je te dis pas qu'il faut en faire jouer 5, mais tu en fais jouer 1 ou 2. Le Real rêve, je pense, les supporters rêvent d'avoir leur nouvelle Quinta del Buitre un jour. Hein. Ils rêvent d'avoir 5 ou 6 formés au club en équipe pro titulaire et que ça gagne des divisions. Je sais pas s'ils rêvent, mais ils les font jamais jouer. Donc à un moment, c'est compliqué de les faire briller. Alors la spécialité du Real, c'est de les prêter, de les faire revenir avec des options de rachat. Ça marche très bien. Casemiro, comme c'était le Carvaral, c'était pareil avec Leverkusen. Ça marche très bien. Maintenant, là, je pense qu'on est vraiment dans un moment où il va falloir tester. Donc Raúl Asensio. On verra s'il y en aura d'autres. Peut-être Fortea côté droit, parce que là, on n'a plus du tout de latéral pendant un mois. Après, il y a Fran Garcia qui est là, mais… Et tu veux le faire jouer où, Fran Garcia? Il va dire, non, il est déjà titulaire à gauche. Tu vois, en mode là, il prend le pouvoir sur Mendy, donc ça fait plaisir, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais oui, il y a un sujet sur les latéraux, justement. Tu parlais de 3-4 recrues, ou en tout cas de joueurs qu'il faut faire monter, Thomas. Avec Asensio, on a peut-être normalement, on doit avoir le premier, parce que si le mec, tu le vires du groupe la semaine prochaine, ce serait quand même une folie. Mais bon, on a peut-être. En plus, au passage, je précise quand même que Asensio, c'est pas du tout celui qui a la plus grosse cote parmi les centraux. Il était 3e apparemment. 3e ou 4e dans le Castilla. Tu avais Johan Martinez qui s'est fait les ligaments. Ensuite, c'est Jacobo, si je dis pas de bêtises. Et en 3, c'est Raúl Asensio. C'est ça. Donc, c'est notre 3e option de la Fabrica et le mec nous a donné satisfaction. Donc, juste pour préciser ça. Donc, on a peut-être on n'aura pas le choix que de l'intégrer sur les prochains matchs. Peut-être la deuxième recrue, entre guillemets, qui viendra aussi de la Fabrica, c'est peut-être Fortea.
Ouais. Parce que sur le côté droit, on a évidemment un gros bordel qui se prépare parce que on a perdu Carvajal pour la saison. Et Lucas Vazquez, c'est pareil, hein, ça nous annonce un mois d'absence. On a vu Fede Valverde qui a occupé le poste là sur la deuxième mi-temps face à Osasuna. Alex, comment tu vois les choses là sur les prochaines semaines? Est-ce que tu penses qu'il va aller il va continuer dans sa lancée, qu'il va nous lancer Fortea, ou est-ce qu'il va nous mettre du Valverde à droite? Franchement, si Ancelotti lance Fortea, ce chose que je rêverais qu'il fasse, honnêtement, je ne reconnaîtrais pas mon Carlo, mais en même temps, je serais très content qu'il se remette enfin en question. Mais de l'autre côté, c'est vrai que je pense que le connaissant, il va nous foutre un Valverde arrière droit parce qu'il sait qu'il va se donner, il sait que c'est la solution la plus viable, entre guillemets. Mais allez, c'est quoi, je crois en coup de folie. Mets-moi Fortea, je t'en supplie. Et après, je ne vois pas mettre Arda Güler au mieux. J'y crois pour une raison, on est à 1 mois et demi du mercato hivernal. En gros, tu as encore 5 semaines de compétition. C'est le moment de tester Fortea. Tu vois ce qu'il a dans le bid pendant 5 semaines. Ça marche, tu le gardes. Ça marche pas, il redescend encore travailler. Et à ce moment-là, tu peux prendre un joueur lors du mercato hivernal. C'est vrai. Là, je veux dire, la fenêtre de test, elle est parfaite pour Carlo. Et surtout, ça permet aussi au Real de gagner du temps et de ne pas recruter au mercato hivernal dans certains postes, parce que qui dit que le Real rentre sur le mercato, ça veut dire que les autres sont au courant, donc ils vont gonfler leur prix de leurs joueurs et tu vas surpayer des joueurs en cours de saison. Et en termes d'image, Florentino déteste ça, parce qu'une équipe qui recrute en hiver, selon lui, c'est une équipe qui a mal travaillé l'été. Donc il ne voudra jamais montrer cette image-là. Sauf que là, vu que ce sont des blessures, et t'es pas sûr qu'ils performent aussi tes joueurs l'hiver. Tu verrais qui, toi, cet hiver, Thomas? En recrutement, alors déjà, j'ai une autre idée en essayant de penser en mode Carlo Ancelotti. J'ai peut-être une autre alternative qui va pas vous plaire, je pense. Mais c'est Fran Garcia côté gauche et Ferland Mendy à droite. Attention. Ouais, il est capable, le bougre. Il est capable, t'as raison. C'est vrai que Carlo, putain, ouais. Attention. J'espère pas. Non, j'espère pas. Puis même, en fait, tu aurais toujours t'aurais un problème de nombre à un moment donné. Tu n'aurais qu'un latéral gauche, tu n'aurais qu'un latéral droit, tu n'aurais qu'un central. Donc, moi, j'ai une idée pour le mercato du Real. Alors, je sais qu'on n'est pas d'accord avec Alex sur le sujet Sergio Ramos, mais en fait, aujourd'hui, tu as un seul central. Donc, il t'en faut 3 par définition. Normalement, dans un effectif normal, tu as 2 titulaires défenseurs central gauche et 2 défenseurs, défenseurs central droit. Rudiger, il est à gauche. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un Ramos pour être le remplaçant de Rudiger? Parce que Rudiger, on n'en parle pas, mais il joue tous les matchs comme Valverde. Donc, lui, à un moment, il va devoir souffler. Et après, tu fais monter 2 jeunes, Raúl Asensio et peut-être Jacobo, parce que je veux dire, Jacobo, dans un mois, il sera disponible. Tu prends Forte à côté droit. Et là, tu as recruté Ramos, Jacobo, Raúl Asensio, Fortea, 4 joueurs. Et tu ne recrutes pas cet hiver. Et tu dépenses pas, ouais. Non, mais et Ramos, oui, il n'a pas le niveau, Ramos. Je suis d'accord avec Alex quand j'ai regardé ta vidéo. Il n'a pas le niveau, Sergio Ramos. Mais maintenant, je me dis que le gars, il connaît le club. C'est quand même un point fort. C'est un leader de vestiaire. Il est toujours bon sur les coups de pied arrêtés. Ça peut quand même te décanter de situation. Et dans des matchs à domicile contre Leganés ou des trucs comme ça, ne me dis pas que Ramos, il n'aura pas le. Ah, mais je suis d'accord. Le niveau. Après, en Ligue des Champions, évidemment, il ne faut pas qu'il joue. Moi, je suis d'accord avec toi que Ramos, en fait, pour moi, Ramos, pour synthétiser très rapidement, leader d'âme, leader de vestiaire, expérience parfaite pour les jeunes qui pourraient pour certains jouer avec leur idole. Raúl Asensio, Jacobo, ils pourraient jouer avec leur idole. C'est très cool. Il manque aujourd'hui de points dans le vestiaire, il manque de leader. Il n'y a plus Carvajal, il n'y a pas Kroos et tout. Donc, je suis d'accord sur ça. Sur l'aspect technique, on sait que voilà, contre les petites équipes, ils pourraient faire bien. Mais par contre, oui, en Ligue des Champions, ce serait trop limité. Après, si c'est gratuit, parce que du coup, il viendrait sans contrat ni rien de base, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux ça que rien. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais après, en termes de niveau, je pense que les gens s'imaginent trop un Ramos surpuissant parce qu'il montre les abdos et les pecs sur Insta. Mais à chaque fois qu'il a fait ça, il s'est soit blessé derrière, soit il n'était pas au niveau. Donc, même si à Séville, il a rendu de fiers services, je préfère miser sur les jeunes aujourd'hui. Et comme on dit, il vaut mieux ne pas réouvrir le livre d'histoire pour préparer l'avenir, tu vois. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y a des pages qu'il ne faut pas réouvrir, je trouve. Mais après. Ton avis, Thomas, du coup, sur la question? Alors, moi, d'abord, j'ai toujours été contre le retour de Sergio Ramos parce que ça fait 2-3 ans déjà qu'on nous souffle le nom de Ramos à chaque fois qu'il y a un blessé. Mais là, honnêtement, la situation est tellement critique que je pense que reprendre Ramos, ça ferait pas tâche. Parce que Ramos, l'année dernière, moi, j'ai quand même vu quelques-uns de ses matchs avec Séville. Ouais. C'était correct. Hein. Après, évidemment, je suis d'accord avec vous, au niveau Ligue des Champions, voilà, sur une double confrontation de Ligue des Champions, là, j'aurais peut-être moins confiance parce que physiquement, voilà, il a son âge aussi. Mais
mais pour dépanner en Liga pour un match sur deux, sur des petits matchs sur la deuxième partie de tableau, je pense qu'il ferait le taf. Et effectivement, le Real manque. Je trouve que ce Real actuellement manque aussi de leader, de poigne un petit peu dans le vestiaire. Et lui, il t'apportera ça. Donc, j'ai toujours été contre, mais là, en l'état, ouais, Ramos, je le signe. Clairement, je le signe. Après, on a Laporte à 30 millions. Alors, c'est vrai que 30 millions, ça fait beaucoup, mais Laporte, franchement, c'est pas mal. Hein. Oui, non, c'est beaucoup pour Pérez, pour Pixou Pérez, mais 30 millions, Laporte, moi, je prends tout de suite. Ça fait 6 mois, je milite sur ça et on m'écoute pas. Mais Laporte, je te jure, moi, je le prends mes yeux fermés. Hein. Là, aujourd'hui. 30 millions, est-ce que c'est si cher que ça? Parce que Laporte, il a quoi? Il a 31 ans? Il est pas et si pour vieux Pérez, que ça. apparemment, c'est cher. Hein. Pour Pérez, apparemment, c'est trop cher. Mais Ouais. là, Là, c'est Al Nasser, ils l'ont dit, ils le lâchent. En fait, le problème, c'est que Pérez, il y a deux choses. Moi, je pense qu'il ne recrutera pas Ramos. Parce que ce que j'ai compris, il y a des problèmes d'ego entre. Pérez et Ramos, ça ne s'entend pas super bien. Il y a eu des problèmes. Ouais, voilà, ça s'est mal fini. Donc, je pense pas que Pérez reviendra là-dessus parce que ça voudra dire qu'il a loupé quelque chose. Et pareil, l'image qu'il renvoie, c'est que tu dois faire revenir un mec de 38 ans. Il aime pas ça. Mais maintenant, après, voilà, c'est que qu'est-ce que tu vas acheter comme joueur? Donc, Laporte, ok, mais il te faut plus que Laporte. J'ai vu qu'il y avait les noms de Loukeba. Leipzig, ils vont pas le vendre 30 millions. Ça va être du 80 millions à tous les coups. Je sais pas, je trouve que c'est compliqué, alors que là, finalement, avec Ramos, deux jeunes, parce que Yacobo revient dans un mois, et comme il s'appelle, Raúl Asensio, finalement, tu as tes 4 centraux pour la fin de saison, donc c'est dommage. Ouais. Non, mais après, il y a une forme d'incohérence, quoi. Là, tu dis 30 millions d'euros pour Laporte, qui est un joueur expérimenté, qui est en forme, hein, parce qu'il a fait un super Euro avec l'Espagne, et c'est quand même assez récent l'Euro. Veut dire, pour 30 millions, là, tu as un gars. Tu as quand même une assurance, je trouve, une garantie défensive, en plus de Rudiger. Donc là, tu as une paire de centraux qui est très, très solide. Profil à la bas un peu. En plus, je trouve qu'il y a de la complémentarité perceptible entre les deux sans aucun problème. Derrière, tu mets un ou deux petits jeunes. Plus, bon, tu as là-bas qui reviendra en janvier. On verra bien comment il revient, mais peut-être qu'il réussira aussi à dépanner. Même si je suis comme toi, Thomas, je suis plutôt sceptique sur le retour d'Alaba et surtout à quel niveau il va revenir. Mais Laporte, 30 millions d'euros, moi je l'aimais. Je les prends direct. Entre 30 millions, Lukeba et Laporte et mettre 70 millions d'euros sur Lukeba, qu'est-ce qui est le meilleur pour du court terme? Faut voir. Hein. Sauf que Lukeba, moi, des matchs de Leipzig, j'en ai vu. Alors oui, il a du potentiel, mais est-ce qu'il a le niveau Real Madrid? Apparemment, le Real le surveille depuis des années, mais je suis en mode, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein. Je ne regarde pas assez, honnêtement, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Moi, quand je le vois jouer, honnêtement, je préfère un Laporte à court terme qui coûte moins cher et après faire confiance aux jeunes pour l'après, quoi. Mais bon, chacun son point de vue. Mais Laporte, le problème, ça sera le salaire aussi. Hein. Parce que le salaire qu'il a du côté de l'Arabie, est-ce qu'il va le baisser, vraiment... c'est sûr. Je pense qu'il ferait l'effort. Ouais. Il va le baisser, c'est sûr. Si, il ferait l'effort. Je pense qu'entre jouer en Arabie Saoudite et jouer au Real Madrid, sachant qu'il a encore du niveau, je pense qu'il était un peu désespéré à City parce qu'il était devenu le 4e ou 5e défenseur central et il avait vu Al Nasser, il s'est dit à Cristiano qui va, pourquoi pas, tu vois, en plus avec un salaire qui peut-être il aurait plu en Europe. Là, je pense que là, tu vois, il a fait l'Euro avec l'Espagne. Si le Real l'appelle, je pense qu'il est prêt à tout. Je pense qu'il vient demain. Hein. Si on l'appelle, il vient demain. Mais oui. Mais non, mais là, ça sent le full bricolage comme jamais défensivement. Ouais. Là, Même Mendy dans l'axe, vous allez voir, à mon avis, ça va. Il a déjà fait, hein, tu as raison. Je crois qu'il y a certains matchs l'an passé ou il y a 2 ans, il avait tenté Mendy dans l'axe et je crois qu'en plus, il n'avait pas été mauvais. Ça peut marcher. Ouais, moi, pour le coup, parce qu'il a un côté très rustre, Mendy. Ouais. Et puis en plus, c'est pas un mec qui aime vraiment se projeter vers l'avant comme le fait Fran Garcia. Donc, pour le coup. Après, imagine que mettre Mendy dans l'axe, ça le relance de. Enfin, parce que là, vraiment, il est catastrophique. Mais imagine, tu le remets dans l'axe et qu'il nous sort des matchs de zinzin, tu vois. Parce que là, Tchouaméni, par exemple, il est meilleur dans l'axe qu'en 6. On n'est pas près d'une bonne surprise, mais bon. Après, c'est les alignements. Hein. Tu vois, Tchouaméni, Mendy, c'est pas des mecs qui s'alignent très bien parce que je pense qu'à un moment, t'as pas quand tu as joué toute ta carrière 25 ans à un poste et qu'on te remet comme ça du jour au lendemain, je pense qu'il te manque quand même des repères ou des automatismes. C'est sûr. Mais bon, franchement, sur 6 mois, tu peux le faire. Hein. Ouais. Puis passer de latéral à central, il y a quand même beaucoup de. Oui, de bons exemples. Il y en a plein qui l'ont fait. Hein. Ramos l'a fait. Ramos l'a fait. Non, Mendy, je pense qu'il pourrait être intéressant à voir. Vraiment à voir. C'est une curiosité. Je n'ai pas trop
pas trop d'avis là-dessus. Après, Tchouaméni, je pense qu'on va l'avoir aussi. Enfin bref, je pense que full bricolage à venir jusque l'hiver. Et puis cet hiver, bon, on en reparlera peut-être sur un prochain podcast. Est-ce que ça va bouger? Ça va pas bouger. Voilà, Bon. s'il y a bien un mercato où on doit recruter en hiver, si c'est pas maintenant qu'on le fait, on le fera jamais. Effectivement. Bon, on va conclure les gars. Je vois qu'on est sur 45 minutes quasiment. On est réglé comme des horloges. pendules. C'est incroyable. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel 3e épisode. On se retrouvera la semaine prochaine sur la chaîne de Thomas, Chronique Foot, pour parler sûrement un peu d'actu. Et je pense que la presse espagnole va nous nourrir là-dessus. On aura de quoi en parler. N'hésitez pas aussi à nous poser des petites questions. Pourquoi pas aussi dans les commentaires. S'il y a des petites questions, il y a peut-être des petits débats qui vont naître là-dedans. Sur ce, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Puis on se dit à très vite. Allez, ciao. À tout le monde. Ciao.